trop tard, cet homme est mort. Alors là, une vieille paysanne est devenue blême, elle s'est levée. Et on a appris plus tard que quand elle était partie de chez elle pour aller chez la Jeanne, son mari se plaignait de la poitrine, mais il était encore vivant. Et quand elle est rentrée, eh bien, il était mort au pied du lit, du sang et de la barbe autour de la bouche. Oh là là. Et après, ça a été le tour de la Francine. Alors elle se plaignait toujours de la tête, et la Jeanne, elle en avait marre. Et alors elle lui a dit, mais ma pauvre Francine, tu n'as rien. Ce qu'il te faut, c'est une bonne carotte. Et elle s'est mise à rire. Et alors? Ben alors, elle a couché avec tous les gars du village. Et depuis, elle a plus mal à la tête. Flavia, notre commerce est très je crois que maintenant, il faut trouver d'autres débouchés. Diversifier notre activité. Mais tu as raison, Pétronille, tu as raison. Madame, votre cousin, monsieur André, et plein de gens venus des alentours demandent à visiter vos ateliers. Ils veulent que vous leur montrez comment on fait la tresse pour les chapeaux. Montre-leur l'atelier Villard Pujani. J'écoute. Marie, nous devons nous consacrer de plus en plus à la fabrication de chapeaux. Élargir notre marché au niveau national. Nous bénéficions d'une situation d'autant plus favorable que nous sommes au carrefour des grandes villes de Paris et du Rouen. Oui, il faut créer des ateliers de chapeaux partout en France. Et mettre des ouvrières à leur tête. Oui, tu as raison. Il faudra aussi créer d'autres modèles. Des agrémentés de rubans, d'ornements. Pétronille, en femme avisée, a vite compris qu'il fallait passer du stade artisanal à la phase de l'industrialisation. Mais elle meurt le 25 décembre 1846 chez sa fille Marguerite et son gendre Pierre-Michel. C'est moi-même, fortuné qu'entrecorps son petit-fils, qui reprendrai l'entreprise et l'emmènerai à la prospérité. J'entreprends d'abord de construire une usine que les Sept-Fontois connaissent bien sous le nom de refuge, mais qui figure dans le cadastre sous l'appellation les hortalices. J'y installe les premières machines à presser, indispensables pour le dressage, opération qui consiste à presser sur des moules la cloche, c'est-à-dire le chapeau brut, formé de tresses cousues en cercle concentrique. Mais l'apparition de ces nouvelles machines et mon idée de porter de la tresse asiatique, en même temps qu'elle suscite l'apparition de certains troubles au sein du conseil municipal, provoque également beaucoup de défiance et d'hostilité chez les habitants et les ouvriers de la région. Je dois vous dire qu'une grande partie de la population et l'opposition municipale sont hostiles à votre projet de faire venir des tresses en provenance de pays asiatiques. Mais réfléchissez un peu, monsieur le maire. Le canton fabriqué en Chine ou la paille du Japon pourrait accroître la production et cela signifierait davantage de travail pour tout le monde. Il faudrait aussi faire appel à de la main-d'œuvre en provenance d'autres régions. C'est pourquoi je vous ai fait part, lors du dernier conseil municipal, de mon intention de recruter des ouvrières de Grenoble. Leur savoir-faire, leur habileté, leur aptitude à s'adapter à la mécanisation serait un atout supplémentaire pour l'entreprise. Ah, justement, la population s'inquiète de cette main-d'œuvre qu'elle qualifie d'étrangère. Elle ne voit pas d'un bon œil toutes ces femmes qui ne parlent pas le même accent que le leur et qui utilisent des machines perfectionnées pour tresser. Le progrès leur fait peur. Et là, ils ont peur que la machine remplace leurs mains. Oui, je sais. J'ai déjà eu un mal fou à leur faire accepter les premières machines. Mais la machine à presser est indispensable. Elle permet une plus grande diversité et également une meilleure rigidité. Ma grand-mère Pétronille l'avait bien compris.
Et si elle avait pu disposer à l'époque du matériel que nous avons, elle n'aurait pas hésité une minute à l'utiliser. C'est sûr, c'était une sacrée bonne femme. Je crois qu'elle aurait approuvé tout ce que je fais pour l'entreprise. C'était une adepte de la modernité. Oh, la modernité, si vous entendez par là le progrès de l'industrialisation a montré ses limites. C'est l'agriculture qui fait vivre le pays. L'industrie dépend d'elle et non pas le contraire. Souvenez-vous de la grande crise de 1846. Je vous rappelle que mon entreprise n'a pas été touchée par la crise et que je n'ai pas licencié. Au contraire, je me propose d'embaucher davantage. Oui, mais méfiez-vous quand même. La crise a contraint Louis-Philippe à abdiquer. Elle lui a coûté sa place à Guizot et aux politiciens de la monarchie de Juillet. Et le mécontentement des ouvriers, en cas de licenciement, pourrait bien vous coûter le ventre. Il faut savoir tirer les leçons du passé. Mais aussi savoir se projeter dans l'avenir et faire preuve de courage et d'initiative. L'innovation, si elle est bien maîtrisée, peut être une chance pour tous. L'Angleterre a des années d'avance sur nous. C'est elle qui, la première, a compris l'importance de développer son réseau ferroviaire, alors qu'il nous a fallu attendre 1848 pour qu'une ligne passe enfin à Caussade. Non, croyez-moi, monsieur le maire, si nous prenons trop de retard, nous serons tous laminés. Je vous prédis alors un chômage et une crise sans précédent. Ouais. Enfin, moi, je voulais simplement vous mettre en garde, même si j'approuve vos arguments. Ne vous inquiétez pas, je suis moi aussi un enfant du pays. Mon but n'est pas d'appauvrir les ouvriers, mais au contraire de les amener vers une certaine forme de prospérité en donnant toutes les chances de succès à notre entreprise. Alors, je vous connais depuis longtemps et je sais bien que vous êtes un homme de devoir et d'honneur. Je vais tâcher de les convaincre et d'apaiser leur mécontentement. Il n'y aura pas de mécontentement ou de mouvement à l'intérieur de l'entreprise, pas plus qu'au sein de la population. Au contraire, l'intégration des femmes de Grenoble se fera dans la plus parfaite harmonie. Quant à la crainte suscitée par l'apparition de ces nouvelles machines, elle ne survivra pas longtemps quand la machine à coudre à pédales permettant le quadruplement du rendement portera la production de 11 chapeaux par jour à 45, générant ainsi de nouveaux emplois. L'industrie du chapeau, tant par l'habileté manuelle qu'elle nécessite, que par la construction de nouvelles machines, amènera la prospérité à Caussade et Sept-Fonds. Rennes, Étienne et Miguel, Mouisset, Cousinat, Bache et Courrières, Turoux, Bosque, Dejean et Valette, et tant d'autres, dont certaines ne seront qu'éphémères, tels sont les grands noms de la chapellerie à Caussade et Sept-Fonds. Son ennui à tresser des joncs avec de la paille est à l'origine de la prospérité de toute une région. Musiciens, artistes, peintres, chanteurs, membres de la confrérie du vin, ils seront innombrables ceux qui par la suite adopteront le chapeau de paille, souvent sous sa forme la plus élaborée, le canotier, ignorant sans doute à qui il le devait. Mais quel plus bel hommage pourrions-nous rendre à Dame Pétronille, si ce n'est laisser la place à celui qui le porta avec une élégance inégalée et qui en fit, au-delà même d'un symbole de la belle époque, un véritable emblème de la France, le grand Maurice Chevalier. En voyage ou au cinéma, vous avez vu l'Himalaya, l'Acropole ou Pompéi, l'Espagne au ciel fleuri. Vous avez vu Londres et ses Miss, Bruxelles et son mannequin piste, jusqu'aux îles Hawaï, mais c'est beau, très joli. Mais tout ça, voyez-vous, ce n'est rien, monsieur, rien du tout, je connais beaucoup mieux. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau à cure, ce n'est pas le pipi de n'importe qui.
chapeau de Zozo. Je connais beaucoup mieux. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau à cure. Ce n'est pas le pipi de n'importe qui. À le voir si beau, tout Paris répétera bientôt. Avez-vous vu le chapeau de Zozo?